Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et c'est le mardi de Stu avec un Stu quelque peu épuisé aujourd'hui. Stu, vous avez fait du vélo dans les Alpes italiennes et ça ne s'est pas passé aussi bien que prévu? Ben oui, ça s'est bien passé, mais disons seulement que le dénivelé était nettement plus important que je ne le pensais. Pour chaque descente, il faut remonter la côte. Alors, une fois au sommet, on voit les Alpes au loin et c'est franchement magnifique, mais après, on redescend et on remonte. J'étais en compagnie de gens formidables qui m'ont beaucoup motivé, c'était bien, mais disons que c'était des vacances avec passablement de travail, c'est certain. Wow! Mais c'est vraiment magnifique là-bas. Oui, c'est époustouflant. Mais on passe beaucoup de temps les yeux sur le guidon à se demander quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que j'aurai droit à mon verre de vin? Exact, j'allais dire ça s'arrête au restaurant. On y mange aussi très bien, pas vrai? Oui, c'était formidable. Bon, on va vous épargner un peu aujourd'hui. Nous avons un nouveau thème pour ce mardi de Stu. L'état de la nation de Stu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le point sur la situation actuelle. Le marché de Toronto a atteint les 30 000 points hier. Cela dit, je n'entends personne dans mon entourage ou même lorsque je rencontre des investisseurs ou des conseillers qui soient réellement enthousiasmés par le marché canadien. Personne ne semble particulièrement emballé par un marché haussier qui, depuis, 30 mois, est pourtant aussi fou que ce qu'on n'a jamais pu voir avant. Il y a encore beaucoup d'argent qui reste sur la touche, ça ne semble pas vouloir s'arrêter. Alors, Stu, où en sommes-nous? Quels sont les éléments que vous observez? Comment interprétez-vous les données économiques pour les entreprises? Concrètement, comment voyez-vous cela? On peut y aller d'un point de vue régional, mais vous êtes bien co-directeur des actions mondiales chez RBC Gestion mondiale d'actifs. Alors ne l'oublions pas, on peut aussi adopter une perspective mondiale. Mais qu'observez-vous et qu'est-ce qui vous intéresse? Quand on pense au marché boursier, il faut peut-être aussi tristement s'attarder au marché obligataire. Après une période d'inquiétude liée à la hausse des taux d'intérêt il y a 12 ou 18 mois, dans un contexte d'inflation, le marché obligataire s'est extrêmement bien comporté. Le segment court du marché obligataire a baissé, tandis que le segment long est resté stable, avec toutefois une légère amélioration sur l'ensemble. Dans un tel contexte, cela peut être favorable à la valorisation des actions, car on ne craint pas autant de se faire retirer le tapis sous les pieds. Le marché obligataire a donc été plutôt sain. Et dans ce contexte, l'idée que les taux d'intérêt restent restrictifs persiste. Cela incite également les gens à croire qu'il y aura un coussin fourni par des taux à la baisse. Certains affirment que le marché obligataire ne sera pas problématique. Au contraire, il pourrait même contribuer à stabiliser les bénéfices. Lorsque l'on pense au marché boursier ou au cours des actions, on a devant soi un tabouret à deux pieds, la valorisation et les bénéfices. Les valorisations sont clairement élevées dans certains cas, mais à l'échelle mondiale, on ne le constate pas encore. Cela concerne en réalité une poignée d'actions dont la plupart se trouvent aux États-Unis. On regarde la valorisation et on se dit que le marché obligataire ne va pas nous couper l'herbe sous le pied. Et du côté des bénéfices, ils ont été plutôt bons. Il pourrait donc y avoir un coussin de sécurité si les bénéfices venaient à faiblir en raison de la baisse des taux d'intérêt. Ce sont les deux pieds du tabouret. Et cela a conduit à des marchés très solides. Dans des périodes de grande vigueur, la question est de savoir quand les valorisations deviendront-elles préoccupantes. On a bien du mal à rester là, les bras croisés, à attendre.
La valorisation est un très bon outil à long terme, mais pas pour ce qui est du moment opportun. Lorsque nous examinons les différents marchés, nous constatons un regain de vigueur du marché boursier chinois. Nous constatons également la vigueur des marchés boursiers étrangers. Pour dire vrai, si le SCP s'est plutôt bien comporté grâce à certaines des meilleures actions, les actions moyennes ont mieux performé en dehors des États-Unis qu'à l'intérieur. Au Canada, nous avons connu une forte croissance car nous sommes très exposés à des éléments qui présentent des caractéristiques avantageuses. L'or a été très fort. Je sais que Dagmara et d'autres prédisent l'affaiblissement du dollar américain. L'or en est certainement bénéficiaire. J'ai entendu l'autre jour une excellente remarque au sujet du déficit budgétaire. La seule chose qui freine le déficit budgétaire, c'est l'inflation, qui est préoccupante du point de vue des taux d'intérêt. Ainsi, avec la baisse de l'inflation, on peut penser qu'il pourrait y avoir un déficit budgétaire assez important dans le monde entier, ce qui pourrait stimuler l'économie. Cela peut entraîner un léger affaiblissement de la monnaie du pays qui le pratique. Cela peut avoir de nombreux effets positifs sur l'or. Et malgré la forte hausse du prix de l'or, les entreprises n'ont pas réellement prêté attention au cours de l'action à 700 ou 800 $, ni à l'évolution du prix de l'or. Puis le prix de l'or a encore augmenté de 300 ou 400 $, ce qui a été très bénéfique pour les actions. Le Canada possède bien sûr le plus grand secteur orifère au monde. L'autre secteur qui a été très performant dans le monde entier est celui des valeurs financières. Nous avons longuement parlé de la pente de la courbe des taux qui a favorisé les ventes de valeurs financières. Ajoutez à cela l'idée que les provisions pour créances douteuses au Canada ont peut-être atteint leur pic, le secteur bancaire a été performant. Et bien sûr, le Canada est surreprésenté dans les banques. Il est surreprésenté dans l'or. D'autres métaux ont été performants, comme le cuivre. Le secteur de l'énergie a connu des fluctuations, mais s'en est bien sorti et il offre un rendement élevé. Il suffit donc parfois d'être au bon endroit au bon moment pour profiter d'un marché boursier solide. Comme pour tout, lorsque nous voyons un indice atteindre de nouveaux sommets, nous voulons vraiment comprendre pourquoi. Certains de ces thèmes au Canada sont peut-être un peu exagérés, cela dit, ils pourraient bien persister. Et puis, il y a cet enthousiasme autour d'une certaine renaissance au Canada, des grands projets. Peut-être on peut mettre de l'ordre dans nos affaires, réaliser des investissements et connaître une reprise économique tirée par les entreprises commerciales. Une telle situation serait bien sûr avantageuse pour l'économie. Cela pourrait rééquilibrer la question du logement et, espérons-le, conduire à une croissance réelle des revenus, entre autres choses. Voilà donc la dynamique au Canada. En ce qui concerne les actions non canadiennes, on l'a dit par le passé, le secteur financier a été solide et est surreprésenté à l'échelle mondiale par rapport à l'indice S&P 500. Au sein de l'indice, nous avons observé plusieurs dynamiques différentes. D'une manière générale, la consommation a été forte, même si elle a connu une forte bifurcation. Les consommateurs à faible revenu ont été un peu plus touchés. Cela s'est reflété sur le marché boursier, mais cela n'a pas eu un poids énorme dans l'indice. Et puis, il y a eu cet enthousiasme autour de l'intelligence artificielle. Pour les 7 magnifiques, c'était un peu comme une course à relais. Elles se sont tour à tour redonné le témoin. Google et Apple ont pris le relais au cours des 6 ou 8 dernières semaines, ce qui a donné un certain élan au S&P 500. Les autres se sont bien comportés aussi, même s'ils ont été un peu plus stables. J'aime bien voir cette course. Nous avons vu le relais passer de Nvidia à Meta, puis à Google, Apple, Microsoft, etc. Il y a également eu beaucoup de développements intéressants, notamment le fait que Nvidia
devrait investir dans OpenAI? D'une part, cela va créer le cadre pour de nombreuses applications et utilisations de l'IA, car les centres de données commencent à voir les financements arriver. Les gens s'inquiètent un peu du caractère circulaire de tout cela. J'investis dans mon client achète pour moi. Ouais, ça mérite un peu d'être étudié. Et puis, les résultats financiers ont été bons dans le S&P 500. Et c'est là où nous en sommes sur le marché dans son ensemble. Mais cela ressemble beaucoup à une période de rotation de la dynamique sans véritable recul ou recul majeur dans aucun domaine. Oui. De tout ce que vous avez dit, j'ai surtout retenu les canards alignés. Car bien sûr, mes Ducks de l'Oregon se rendent à Penn State ce week-end pour le match de football universitaire de l'année. Je vais y être. Tout le monde sera vêtu de blanc, sauf moi. Moi, je serai habillé en vert pour encourager mes Ducks. Mais bon, je pense que cela a été l'un de mes marchés haussiers préférés de tous les temps. Car même si toute l'attention est portée sur l'IA et les autres moteurs technologiques, ainsi que sur les grandes entreprises de plateformes qui dépensent tout leur argent dans la technologie, il n'est même pas nécessaire, en fait, de s'y intéresser pour obtenir des rendements solides. Vous avez pu investir dans le secteur financier partout dans le monde. Vous avez pu investir dans les mines, les métaux. Si vous regardez la représentation des différents marchés, le S&P 500 est composé à environ 40% de technologie ou quelque chose comme ça. Tout ça est très bien, mais si moi je préfère mes valeurs financières et mes métaux, je peux simplement rester ici au Canada et en profiter. Si je suis enthousiasmé par l'or, j'achète un portefeuille canadien que vous gérez peut-être d'ailleurs et je vais m'en sortir plutôt bien. Et le profil de risque et la valorisation de ce portefeuille ne seraient pas du tout hors de portée. Je le dis souvent, j'ai tendance à simplifier à l'extrême, vous le savez. Je vois que le marché boursier a atteint, dit-on, un niveau record. Et je regarde le contexte et je me demande ce que cela signifie. Eh bien, peut-être que dans un an, la croissance sera probablement meilleure et les taux d'intérêt auront baissé. Qui n'aimerait pas cela? Le marché obligataire aime cela, le marché boursier aime cela. Peut-être que la partie longue de la courbe des taux commencera à remonter légèrement dans ces circonstances. Comme vous le dites, elle est en train de s'aplatir et ce n'est pas si mal pour le secteur financier. Il y a beaucoup de choses à apprécier dans la situation actuelle, mais bon, moi, je reste assis là, à penser à tous les avantages et à se dire que tout va monter en flèche, atteindre des sommets vertigineux. Mais le véritable gestionnaire de placement, comme vous, garde toujours un œil sur les risques qui existent. Et qu'est-ce qui vous inquiète en ce moment? Eh bien, ce qui inquiète, c'est d'abord le fait qu'avec un tel enthousiasme, la situation peut changer très rapidement. Nous passons en revue le portefeuille. Nous devons tous être honnêtes avec nous-mêmes lorsque nous examinons les actions que nous détenons et nous demander est-ce que je pense que cette entreprise justifie le cours de son action? Est-ce qu'il sera plus élevé dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Et si la réponse est oui, alors vous prenez le pari que vous allez résister à la volatilité. Mais si vous regardez une action et que sa valorisation est sans précédent et les marges de l'entreprise sont inédites, si vous décidez de la conserver, vous devriez peut-être changer d'outil. Vous aurez besoin d'un mécanisme de sortie, disons un peu plus technique. Je peux aussi me dire que ça suffit et partir à la recherche d'actions qui, selon moi, feront mieux l'affaire. Mais votre argument est excellent. Il existe beaucoup de choses différentes qui fonctionnent dans ce marché boursier. À d'autres époques, il fallait absolument s'attacher au commerce de l'IA pour que ça marche. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses à prendre en compte en ce qui concerne le portefeuille.
Et comme tout le monde, nous lisons les gros titres, nous examinons les statistiques sur la valorisation. Et quand vous voyez ces statistiques, vous vous dites parfois qu'il doit y avoir des choses à vendre. Ensuite, nous passons en revue le portefeuille société par société, et ces grandes statistiques présentées dans les gros titres comportent beaucoup de nuances. Notre portefeuille, comme tout le reste, est actif, mais nous essayons de ne pas prendre ce risque d'une valorisation intrinsèque par rapport aux fondamentaux des entreprises que nous détenons. Les marchés boursiers ont été excellents, donc on est naturellement un peu prudent. Mais toutes les actions ne se négocient pas à leur plus haute valeur historique. Certains secteurs ont connu des fluctuations importantes. Et si l'on remonte dans le temps, on constate qu'ils sont élevés par rapport aux valorisations des 3 dernières années, par exemple. Mais pour certains d'entre eux, je pense à mes débuts dans ma carrière au milieu des années 90 et aux valorisations de l'époque, nous ne sommes pas à des niveaux historiquement élevés. Il faut donc essayer de garder l'esprit ouvert. Vous connaissez les citations que j'aime particulièrement. Traverser la rivière en touchant les pierres, rester à la fête mais danser près de la porte de sortie. Il s'agit encore et toujours de ne pas se laisser remporter par ses émotions, et comme c'est un processus très itératif, d'examiner les fondamentaux de l'entreprise, de voir si elle peut s'en sortir, même si sa valorisation est un peu élevée à court terme et si je peux quand même gagner de l'argent. Je dois prendre le temps de me demander si cette entreprise que je convoite me fera fructifier mon capital de 7 à 10 % d'ici 3 ans. Ce que cela va prendre pour qu'elle gagne 10 % en bourse. Si la valorisation devait baisser un peu, la croissance des bénéfices serait-elle suffisante pour y parvenir? Il s'agit simplement d'une étude constante et itérative du portefeuille, et c'est ainsi que nous gérons la situation. Je viens d'enregistrer une série de vidéos avec certains de vos collègues au cours des 2 dernières semaines. Dans certains domaines très spécifiques ou restreints, ils parlent d'une stratégie en forme d'altère. La partie principale du portefeuille est ancrée dans des éléments dont vous savez qu'ils ont une valeur à long terme, qu'ils sont un peu plus stables et qui pourraient mieux résister à un ralentissement des marchés. Mais en même temps, à l'autre extrémité de la barre, vous vous assurez de prendre suffisamment de risques et vous identifiez les grandes entreprises en croissance pour le prochain cycle, la prochaine vague de hausse du marché. Est-ce quelque chose que vous faites parce que vos portefeuilles ont tendance à être un peu plus larges? Est-ce une approche que vous utilisez ou est-ce cela plutôt réservé à des marchés plus nichés? C'est un peu comme la phrase de Warren Buffett tirée des fables d'Ésope. Combien y a-t-il d'oiseaux dans le buisson et quand vont-ils sortir? Lorsque vous examinez une valorisation, ce qu'elle définit pour vous, c'est un ensemble d'hypothèses que vous êtes prêt à accepter ou non. Parfois, vous pouvez avoir des actions très valorisées dont la croissance va être si spectaculaire que la valorisation semble en fait bon marché, même si à première vue, elle semble chère. Quand on regarde le portefeuille, certaines entreprises avancent un peu, pour reprendre l'expression d'un ancien entraîneur de football de l'Ohio State, à coup de 3 verges dans un nuage de poussière. Mais si vous prenez une entreprise qui affiche une croissance nominale du PIB, soit 5 à 7 %, 5 % sur les recettes et 3 % sur les dépenses, vous grattez, pour ainsi dire, les fonds de tiroir. Mais cela va vous permettre d'obtenir une croissance des bénéfices de 7 à 8 %. La valorisation est parfois un peu élevée, parfois le 7 ressemble à un 5 et parfois le 7 ressemble à un 9. Et vous ne faites que déplacer mécaniquement le portefeuille entre toutes ces bonnes entreprises pour essayer de maximiser les rendements. Et puis d'autres fois, vous avez une entreprise qui a une assez bonne valorisation et puis vous avez ce grand potentiel et vous essayez d'évaluer les chances que ce potentiel se réalise.
Vous vous retrouvez donc peut-être dans une situation où vous avez une action à 20 $ et où il y a cette bulle qui, si tout se passait bien, vaudrait 7 ou 8 $ par action. Si je ne paie pas pour cette option et que je suis à l'aise avec l'entreprise à 20 $, cette action sur le papier peut ne pas sembler bon marché à 20 $. Elle peut simplement sembler avoir un prix adéquat. Même vous, vous dites que cette option ne vous coûte rien. Vous allez y voir. Parfois, vous devez payer le prix fort pour les options et vous préférez vous retirer et passer à autre chose. C'est une itération constante. Que pourrait-il se passer ensuite? Comment la situation pourrait-elle s'améliorer ou empirer? C'est tout simplement ce processus de discussion très ouvert qui caractérise toute activité, tout environnement, mais particulièrement aujourd'hui. Ce qui est vraiment intéressant pour un investisseur dans ce marché boursier, c'est que le principal moteur est la technologie et que l'accent est mis sur l'intelligence artificielle et tout ce qui se passe autour. Mais si je veux en tirer parti, je n'ai pas besoin de m'intéresser aux entreprises les plus risquées dans le domaine de l'intelligence artificielle. On construit des centres de données. Les centres de données le font par le biais d'un REIT, un fonds d'investissement immobilier qui gère des centres de données. Ces centres de données sont en cours de construction. J'ai donc besoin de ciment et d'acier pour construire ces bâtiments. Le ciment est ennuyeux et sans intérêt, qu'à cela ne tienne. Les actions ennuyeuses et sans intérêt peuvent être passionnantes lorsqu'elles ont le vent en poupe. J'ai besoin de cuivre pour tout le câblage. J'ai besoin de commutateurs électriques traditionnels pour faire fonctionner l'électricité. J'ai besoin d'une source d'alimentation. Tout cela stimule ces différents domaines qui ne sont peut-être pas aussi passionnants et qui ne vous rapporteront pas le double toutes les 2 semaines, mais qui génèrent de très bons rendements et vous permettent de dormir tranquille. C'est un marché intéressant. Tout à fait, on pourrait craindre une surconstruction, ce qui est certainement possible si l'on repense à l'ère de l'Internet. Il y a des similitudes. La croissance sauvage de l'Internet n'a pas été bénéfique pour tous, mais elle s'est avérée spectaculaire pour certaines entreprises de services Internet qui ont pu obtenir cette capacité, très bon marché, et la transformer en différentes activités. Pensez à ces entreprises traditionnelles. Il y avait un temps, il n'y avait pas d'application bancaire. Il y aura donc une évolution constante tout au long du processus. Certains jours, nous voyons cette évolution s'accélérer sur les marchés boursiers. Il semble que nous anticipions l'avenir. D'autres jours, nous parlons de l'avenir et il semble se retrouver dans certaines actions à un prix très raisonnable. C'est cela, la gestion du portefeuille. En effet, si c'est passionnant pour un investisseur moyen, cela doit l'être particulièrement pour vous. Une autre chose que je rappelle souvent aux gens, c'est que lorsque vous parlez des années 90, vous parlez de l'ère des dot-com, de la bulle Internet, de la construction exagérée à la fin des années 90 et au début des années 2000. Les valeurs technologiques ont chuté de 80 à 90% entre 2000 et 2002. Beaucoup ont disparu. Mais les actions de valeur du marché boursier au sens large, par exemple les actions à dividendes, ont en fait augmenté pendant cette même période. Si les choses dérapent dans une partie du marché, il y a toujours une autre partie de ce même marché dont vous devez être conscient, à laquelle vous devez penser et à laquelle vous devez également vous exposer. Et c'est là que je voulais en venir avec les haltères. Eh bien, je reviens toujours à cette fable d'Ésope. Et il faut toujours comprendre ce pourquoi on paie. Si vous achetez quelque chose et que vous savez que sa volatilité pourrait vous faire perdre pied, vous devez être honnête avec vous-même dès le départ. Personnellement, j'ai tendance à marcher sur les pierres, comme on le dit souvent. Je me disais justement que cela fait bientôt 20 ans que je possède ce fonds de dividendes et je prévois y rester encore 20 ans. Alors, un ensemble d'entreprises bien gérées qui génèrent des flux de trésorerie pour vous, les réinvestissent et en versent une partie sous forme de dividendes, c'est généralement mon style. Ce n'est jamais très excitant au quotidien, mais cela fonctionne généralement à long terme.
Lorsque vous vous engagez dans certains secteurs à forte croissance, comme je le disais, lorsque vous achetez une action, vous achetez un ensemble d'hypothèses. Ces hypothèses concernent le montant des flux de trésorerie que l'entreprise finira par générer et la valorisation à laquelle elle sera négociée. Pendant les périodes d'enthousiasme intense, les valorisations dépassent souvent largement le niveau final. Il n'y a rien de mal à cela. C'est simplement ainsi que fonctionnent les marchés. Et c'est cet enthousiasme qui permet à ces entreprises de lever des capitaux à des prix attractifs et qui vous permet finalement de réaliser un certain nombre de choses. Mais lorsque vous détenez une action, vous devez vous méfier de ces deux séries d'hypothèses. Et lorsque vous constatez une variation rapide des prix alors que les bénéfices n'ont pas vraiment changé, vous venez simplement d'anticiper les choses. C'est une discussion que nous pouvons tous avoir. Et quand est-ce suffisant? Ce sont des questions à $1 million. Et si nous connaissions les réponses à toutes ces questions, nous ne ferions pas cette émission. Exactement. Mais ce sont les choses auxquelles nous devons constamment réfléchir dans tous ces environnements. J'ai les yeux rivés sur Bloomberg. J'ai 2 écrans que j'affiche pour toute opportunité d'investissement. L'un montre le profil de marge à long terme de l'entreprise et l'autre donne une image à long terme de la valorisation. Et si je paie une valorisation qui se trouve en haut à droite du graphique et que la marge se trouve en haut à droite du graphique également, cela peut persister, mais si toutes les actions que je possède se trouvent dans ce camp, alors je joue un peu avec le feu. Car je parie que la marge ne reviendra jamais à sa moyenne ni à sa valorisation. Si je trouve des actions au milieu de ces fourchettes, alors la volatilité devient mon allié, car je suis un acheteur de cette volatilité. C'est le sujet de discussion que nous avons autour de ce que nous examinons. Ouais. Et il faut se rappeler que si l'on veut grimper les Alpes italiennes, il faut passer des heures et des heures à s'entraîner chaque jour sur un vélo dans un club Equinox ou ailleurs, ou sur un vélo Peloton ou tout autre appareil pour se mettre en forme. Acquérir l'expérience, l'endurance nécessaire pour parcourir les Alpes avec toutes leurs montées et leurs descentes. Et c'est ce que vous venez de faire. Et il y a une récompense dans tous les cas, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait vrai. Il faut travailler avec des gens compétents aussi. Oui, et comme je l'ai dit, j'ai travaillé avec plusieurs de vos collègues ces 2 dernières semaines. Plusieurs d'entre eux sont vraiment des êtres d'exception. Alors, Stu, bienvenue parmi nous. Encore une fois, joyeux anniversaire. C'était le but du voyage, non? Nous prendrons de vos nouvelles la semaine prochaine. Super, merci Dave. Un excellent état de la nation de Stu, une valeur sûre. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.